Nous y sommes. Salut les lardos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans mon tout nouveau studio, comme vous pouvez le voir. J'en ai déjà parlé il y a quelques jours via un short. Pour celles et ceux qui me suivent le plus, vous l'avez certainement vu passer. D'ailleurs, on va inaugurer ce studio avec un hors-série dans lequel, les amis, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui m'est arrivée personnellement. Bien entendu, j'atteste que tout ce que je vais vous dire m'est réellement arrivé. Alors oui, il y aura des sceptiques et c'est normal, mais le but pour moi, c'est de partager ça avec vous aujourd'hui et de vous faire comprendre pourquoi et depuis quand j'ai cette attirance pour le monde du paranormal, et pourquoi je compte aborder le sujet sur la chaîne de temps à autre. Alors pour les abonnés, vous savez que d'habitude les vidéos sont des vidéos d'urbex, mais comme je l'avais annoncé, j'avais l'intention de débuter ce type de format, donc attendez-vous à en avoir de temps en temps sur la chaîne du Lardon si ça marche et surtout que ça vous plaît. Concernant les urbex, bien entendu, ils continueront de sortir tous les samedis, et pour les vidéos comme celle d'aujourd'hui, elles sortiront probablement pendant la semaine, mais ça je verrai parce que j'y ai pas encore réfléchi pour être tout à fait honnête. Si t'es nouveau et que t'aimes l'aventure, l'exploration et les histoires de fantômes, t'es exactement au bon endroit et je te conseille de t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Tout de suite, je te fais le récit de ma rencontre avec l'au-delà. J'espère que vous êtes confortablement installés. Let's go! Les amis, l'histoire qui m'est arrivée et ce que je vais vous raconter débute en 2007. J'avais alors 17 ans et je vivais à cette époque dans un petit village de la Haute-Loire, tout près du Puy-en-Velay. Alors là où sont cultivées les fameuses lentilles du Puy et également où on peut déguster la verveine du Velay. J'avais 17 ans et j'étais en première année de BEP mécanique automobile pour devenir mécano et je vivais donc chez mon père. Avec la bande d'amis que j'avais à l'époque, un soir on décide de faire, comme parfois font les ados pour se faire peur, une séance de spiritisme. Jusque-là, rien de particulier, sauf que de l'avis du groupe, cette séance ne pouvait pas se faire n'importe où, et il fallait qu'on trouve un lieu qui se prêtait un peu plus à la séance. En fait, on n'avait pas eu besoin de réfléchir longtemps, car non loin du village, il y avait une maison en grande partie en ruine, qui était connue pour avoir été le lieu d'un double meurtre, suivi d'un suicide. Mettons-nous d'accord, je vous donnerai les détails de cette triste histoire plus tard. On s'est donc rendu ce soir-là avec ma bande de potes dans cette maison. Il était tard, peut-être 23h, voire minuit. Tony, un des gars qui était avec nous, avait pris un appareil photo numérique pour prendre des photos dans l'espoir de faire des captures de fantômes. Tu connais la chanson, ce genre de choses bien clichés qui, déjà en 2007, commençaient à circuler via les blogs et autres néo-réseaux sociaux. On entre donc dans la maison, le lieu étant très épuré car il ne reste que très peu de meubles ou d'éléments mobiliers sur place, et Tony commence à prendre des photos. Nous, on se moque forcément un peu de lui, parce que prendre des photos de pièces vides et de murs, ça paraît un peu ridicule, surtout quand tu vois faire Tony. Mais bon, la visite continue et on le laisse faire ses photos, le rez-de-chaussée étant pour ainsi dire inintéressant. Thibaut et Bruno, deux autres amis, décident de monter à l'étage. Et on commence donc l'ascension des escaliers. Thibaut passe devant et Tony reste un peu plus longtemps au rez-de-chaussée avant de nous rejoindre quelques instants plus tard. On arrive à ce moment-là au premier étage de cette maison à l'abandon et on se trouve dans une pièce unique. On ne sait pas dire à ce moment-là s'il s'agit d'un ancien grenier ou d'un espace d'habitation où tous les murs qui séparaient les pièces ont été abattus. Mais en tout cas, l'ambiance est assez pesante et il y a une espèce de silence mêlé de chuchotements qui règne entre nous. Tony grimpe donc les marches pour nous rejoindre et arrivé en haut des escaliers, il se tourne vers Thibaut qui est à l'autre bout de la pièce. Celui-ci tourne dos à un des murs de cette pièce et Tony le prend en photo à ce moment-là. Alors attention, à l'époque, pour rappel, les appareils photo, ça ressemble plutôt à ça. Donc pas de quoi trop vérifier les clichés sur place en direct. Il fallait plutôt attendre de passer les photos sur ordinateur pour avoir un réel aperçu. Dans l'instant qui suit, je sais plus trop qui installe au sol un verre rempli d'eau et une bougie, et on s'assoit tous en rond autour de ce verre et de cette bougie. La suite du processus, tu le sais, généralement c'est comme ça dans le spiritisme, c'est que tout le monde pose un doigt sur le bord du verre, et ensemble on interroge un peu bêtement les lieux en disant « Esprit, es-tu là ?» On fait ça pendant 5 à 10 minutes, et je pense parce qu'on avait fini de se prendre au sérieux et qu'il faisait pas très chaud, je rappelle qu'on est en Auvergne, en Haute-Loire, à 1200 mètres d'altitude, on se lève et on décide de briser le verre pour clore la séance. Oui, parce que selon ce qu'on pensait connaître du spiritisme à cette époque, il fallait jeter le verre
contre mur, et s'il ne se brisait pas, c'est qu'il y avait un esprit ou une âme errante parmi nous. C'est donc l'une des 3 filles présentes parmi nous qui se saisit du verre et le jette violemment contre mur. Et là, les amis, le verre rebondit et ne se brise pas. Dans le doute et un peu circonspect, c'est l'un des gars qui reprend le verre et qui le jette à son tour. Et une fois de plus, le verre ne se brise pas. Alors dans mes souvenirs, je crois que la 3e, ça a été la bonne et que le verre s'est brisé, mais ça nous a mis un petit coup de pression et immédiatement après, on avait décidé de quitter les lieux. Les jours passent et un beau jour, alors qu'on faisait l'apéro chez un pote, Tony arrive et nous dit qu'il veut nous montrer quelque chose. En l'occurrence, c'était forcément l'une des photos prises durant cette fameuse nuit, et Tony avait imprimé la photo en question sur une feuille de papier. Alors je tiens à repréciser que Tony, c'était pas du tout un mec à faire du Photoshop. Tout ça pour en venir au fait, les amis, que sur cette fameuse photo, on voyait Thibaut, mon autre pote, au moment où il se tenait dos au mur dans le fond de la pièce du premier étage, et derrière lui, très clairement visible, comme faite d'une espèce de brume blanche assez légère, une forme ressemblant à une femme se tenant debout et tenant près d'elle un enfant. Alors je pense que sur le moment où Tony nous montre la photo, on est tous estomaqués, mais un peu en dilettante, tu sais, entre rire et malaise. Et à partir de ce jour, on n'a plus jamais remis les pieds dans cette maison. Alors ça pourrait être bien si l'histoire s'arrêtait ici, mais en fait c'est pour ainsi dire ce que je pensais être seulement l'élément déclencheur de ce qui m'est arrivé. Un an plus tard, alors que j'avais aménagé dans mon premier appartement un petit studio, j'étais un soir comme un autre, avachi dans mon clic-clac au milieu du salon. Je regardais la télé, il devait être aux environs de minuit 23h, et en face de moi donc se trouvait la télé, et à droite de celle-ci, une porte qui sépare la pièce à vivre du hall d'entrée. Et cette porte, les lardos, elle ressemblait à ça. Comme vous le voyez, il y avait une espèce de vitre opacifiée qui permettait de laisser passer la lumière dans le hall d'entrée. Et à un moment donné, alors que j'étais captivé par le film ou la série que je regardais, je me rappelle basculer mon regard vers la porte, et là, j'ai une espèce de sueur froide qui me glace le sang, parce qu'à travers la porte, je vois sans en douter un moindre instant un enfant qui est collé à la vitre et qui me regarde en tenant ses mains près de son visage, comme pour mieux voir à travers cette vitre. Là, tout se joue en quelques secondes. Je fais un bond de mon clic-clac et je me jette sur l'interrupteur le plus proche. Et bien entendu, quand je regarde à nouveau cette porte, il n'y a plus rien. Ou du moins plus rien, il y a une chose qui est encore là, c'est la chair de poule que cette vision m'a procurée. Déjà, à partir de ce jour, j'ai commencé à me poser de grosses questions sur tout ce qui touchait au paranormal, mais surtout, j'avais pas encore fait le lien avec la visite nocturne qui avait eu lieu un an plus tôt. Quelques mois plus tard encore, alors que j'avais changé toute la disposition de mon petit studio, parce que j'avais installé un lit mezzanine 2 places sous lequel j'avais mis le clic-clac pour avoir un espace lit et un espace salon. Et donc ce jour-là, il était tard et je me trouvais dans la kitchenette du studio pour boire un verre d'eau. Il n'y avait que la lumière de la kitchenette d'allumée, et une fois mon verre d'eau bu, je me tourne en direction du lit mezzanine pour opérer l'échelle, parce qu'il faut monter à la mezzanine et dans le noir, ça c'est un peu compliqué. J'approche les doigts de l'interrupteur et là, tout se passe très vite. Dans l'espace de temps où mes doigts appuient sur l'interrupteur et où la lumière s'éteint, j'ai mon regard qui se porte sur le canapé en dessous de la mezzanine, et là, mes amis, en fait, sous le plaid que j'avais laissé sur ce fameux clic-clac, il y avait comme une personne qui était recroquevillée et cachée entièrement par le plaid. Sur le coup, j'ai bien cru que j'allais faire une attaque, qu'on se le dise. J'ai rallumé la lumière instantanément et bien sûr, plus rien. Je crois que cette nuit-là, j'ai dû dormir très peu, si ce n'est pas du tout. Et c'est depuis ce jour que je me suis dit, ok, en fait, il y a vraiment des trucs qui se sont passés et vraiment, je me laisse le droit de croire ou en tout cas de douter de l'existence d'esprit et de tout cet univers-là. Depuis cette époque, je n'ai plus revu clairement de choses que je pourrais décrire comme étant des entités, et j'ai déménagé peu de temps après ces événements pour cause professionnelle. Donc si esprit il y avait, ils ne m'ont visiblement pas suivi. Et encore, avant de conclure cette petite vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans la fameuse maison où nous étions allés faire une pseudo-séance de spiritisme. En fait, l'histoire veut que dans cette maison, qui était en réalité une ferme, vivait un agriculteur avec sa femme et sa fille, et, pour on ne sait quelle raison, il aurait un jour décidé de tuer celle-ci avant de se donner lui-même la mort.
Donc voilà, que dire de plus? Je ne vous demande pas, bien entendu, de me croire, hein, c'est une expérience personnelle que je vous raconte ici, et elle me suffit déjà à moi, parce qu'elle m'a ouvert l'esprit sur toutes ces choses. Mais en tout cas, sachez que tout ce que je vous ai dit, c'est passé tel que je l'ai décrit, et je n'ai pas tricoté avec la réalité. J'espère du coup que ce récit vous a plu. Vous aurez compris qu'on se retrouvera très bientôt et très sérieusement pour mener des enquêtes paranormales. D'ici là, n'oubliez pas de jeter un œil à l'Urbex qui sort samedi prochain. Et moi, je vous dis à très vite et portez-vous bien. Ciao, ciao.